Chuck Norris n'est pas seulement une star d'action. Il est champion du monde de karaté, vétéran des Marines, et l'homme qui a transformé la discipline en légende. Du duel au Colisée face à Bruce Lee aux années passées comme Walker, Texas Ranger, il est devenu le visage de la force alliée à l'humilité, le guerrier qui parlait rarement de rancune. Mais même les hommes de fer portent des cicatrices. À 85 ans, Norris a finalement admis qu'il y avait des acteurs qu'il ne pouvait pas pardonner. 6 hommes qui, à ses yeux, avaient franchi la ligne, par arrogance, trahison, politique ou coups portés trop durement. Certains furent des amis, d'autres des rivaux, et l'un d'eux le laissa meurtri lors d'un combat censé être truqué. Pour la première fois, le guerrier silencieux révèle les noms qu'il a le plus détestés, et derrière chacun d'eux se cache une histoire qu'Hollywood n'a jamais oubliée. Joe Louis, frère d'armes devenu rival amer. Bien avant les projecteurs d'Hollywood ou les mèmes d'Internet, Chuck Norris et Joe Louis étaient les deux tours jumelles du karaté américain. Dans les années 1960, ils s'entraînaient sous les mêmes maîtres, s'affrontaient dans les mêmes dojos et gravaient leurs noms dans les mêmes tournois. Pour les passionnés d'arts martiaux de l'époque, ils étaient les deux faces d'une même pièce. Norris, le tacticien discipliné qui misait sur la précision et la patience, et Lewis, le marine surpuissant dont l'agressivité brute et le charisme naturel faisaient de lui un véritable showman. Ensemble, ils ont propulsé le karaté dans le courant dominant du sport américain. Leur lien était réel. Ils voyageaient ensemble, donnaient des séminaires et s'élevaient mutuellement à chaque affrontement. Mais le succès est rarement l'allié de la fraternité. Au début des années 1970, Norris amorça sa transition vers le cinéma, poursuivant des opportunités à Hollywood après son combat historique avec Bruce Lee dans La Fureur du Dragon. Pour Lewis, qui s'était battu des années durant pour maintenir les arts martiaux ancrés dans la discipline et la crédibilité du combat, Hollywood ressemblait à une trahison. Ils voyaient la gloire grandissante de Chuck comme le signe que l'art pour lequel ils avaient saigné se transformait en divertissement. Lewis ne cachait pas ses sentiments. Dans des interviews, il laissa entendre que Norris avait vendu son âme, troquant la sueur et le sacrifice contre les caméras et la chorégraphie. Ces piques faisaient mal. Mais pire encore, furent les accusations murmurées selon lesquelles le palmarès de Norris n'était pas aussi solide qu'il y paraissait. Pour Chuck, qui avait gagné chaque ceinture, chaque titre, et pour qui la loyauté était la plus haute des vertus, ces mots furent comme un coup de couteau entre les côtes. En public, Lewis continua d'attaquer. Il se moquait des films de Chuck, parlant de karaté hollywoodien, sous-entendant qu'il manquait de l'authenticité du vrai combat. Chuck, lui, choisit de ne jamais répondre. Mais ce silence n'était pas celui de l'indifférence, c'était celui du chagrin. L'homme qu'il avait autrefois appelé frère était devenu un rival, puis quelque chose de plus froid encore, un étranger. Quand Joe Louis mourut en 2012, Norris rendit hommage, saluant son talent et son influence sur les arts martiaux. Pourtant, ceux qui écoutaient attentivement percevaient la distance. Le lien s'était brisé des décennies plus tôt et le temps ne l'avait jamais réparé. Ce que Chuck portait en lui n'était pas de l'ego, mais le poids d'une amitié perdue dans l'amertume, un silence plus lourd que n'importe quel coup reçu sur le ring. Bruce Lee. Plus qu'un simple combat de cinéma. En 1972, le Colisée de Rome devint le décor mythique du duel d'arts martiaux le plus célèbre du cinéma. À l'écran, La Fureur du Dragon oppose Tang Lung de Bruce Lee à Colt de Chuck Norris. 10 minutes haletantes de déplacements millimétrés, de coups qui résonnent dans les côtes et une histoire racontée presque sans paroles. Hors caméra, cette séquence représentait l'aboutissement de plusieurs années d'entraînement partagé, de rivalité amicale et d'un duel silencieux de philosophie. Lee et Norris s'étaient rencontrés sur le circuit américain des tournois à la fin des années 1960, devenant rapidement amis et partenaires d'entraînement occasionnels. En 1972, Lee l'appela avec une proposition « Sois mon boss final à Rome ». Norris se souvient avoir plaisanté
Qui gagne, Bruce? Réponse de Lee. Je gagne, je suis la star. Mais il promit que ce ne serait pas une humiliation, plutôt un combat en dents de scie, respectant le statut de champion du monde de Norris. Pour accentuer l'image de David contre Goliath, la production demanda même à Norris de paraître plus massif. Il accepta à l'ancienne hamburgers et milkshakes et prit près de 9 kilos. L'effet rendait parfaitement à l'écran, même si Norris plaisanta plus tard que ce surpoids alourdissait ses coups de pied sautés. Mais seule une partie du combat fut réellement filmée à Rome. Selon Bruce Lee, Alive de Matthew Polly, l'équipe n'avait pas l'autorisation légale de tourner dans le Colisée. Ils soudoyèrent des officiels, entrèrent déguisés en touristes, avec de petites caméras, capturèrent quelques plans d'ensemble sous une pression énorme, puis reconstruisirent l'arène au studio Golden Harvest et assemblèrent le tout au montage. C'est pourquoi la géographie du duel semble à la fois épique et étrangement intime. L'histoire dans les plans larges, la précision hongkongaise dans les échanges rapprochés. La chorégraphie est une philosophie en action. Lee conçoit le combat comme un débat entre deux styles. Le Jeet Kune Do de Bruce, adaptabilité, rupture de rythme, interception, dépouillement de tout ornement. Le karaté de Norris, discipline de la garde, puissance en ligne droite, mécanique classique affinée par des milliers de répétitions. Observez les premiers échanges. Colt, Norris, contrôle la distance avec des Gyakuzuki nets et des Mawashigeri. Tang Lang, Lee, observe, encaisse, puis s'ajuste. Au milieu du duel, il se transforme littéralement. Il se relâche, change de cadence et commence à lire le rythme de Norris. Ce n'est pas seulement un affrontement, c'est Bruce qui démontre sa thèse. L'efficacité vient du fait d'être comme l'eau, sans forme, adaptable, libre. En tant que réalisateur, Lee insère des touches muettes de caractérisation. Le miaulement du chat comme gong, la pose respectueuse pour laisser un adversaire se relever, la torsion finale du coup donnée avec gravité, sans triomphalisme. C'est une nouvelle racontée par les coups. Les deux hommes affirmaient que la chorégraphie impliquait un contact contrôlé, assez pour paraître réel à l'écran sans se blesser. L'arrachage fameux du poil de torse? Pure mise en scène. Norris raconta plus tard en riant que Bruce ne l'avait jamais réellement fait, malgré la lettre d'un fan le félicitant d'avoir été un dur à cuire pour l'avoir supporté. Le réalisme venait du timing et de la confiance. Ils s'étaient assez entraînés ensemble pour exécuter des échanges serrés sans danger. Norris a toujours rendu hommage à Lee comme un véritable artiste martial et un visionnaire en avance sur son temps. Mais ce respect reposait sur une veine compétitive. Bruce, dans un commentaire fanfaron à la fin des années 1960, affirma un jour qu'il pouvait dominer les meilleurs champions américains de karaté, Joe Louis, Mike Stone et Chuck Norris, comme un parent face à un enfant. Norris en rit publiquement, mais aucun champion n'aime être réduit à l'étalon de la gloire d'un autre. La rumeur la plus tenace dans le folklore du cinéma de combat reste celle d'un match secret, hors caméra, quelque part dans un couloir. Norris est resté évasif pendant des décennies. Oui, ils se sont affrontés à l'entraînement à Los Angeles. Non, rien qu'ils puissent considérer comme un vrai combat. Cette ambiguïté nourrit la légende. Comme l'ont observé plusieurs auteurs, un vainqueur confirmé diminuerait l'aura de l'autre. Le mystère préserve les deux. Jean-Claude Van Damme, l'acteur qui donne des coups de pied. Au milieu des années 1980, un nouveau nom illuminait les affiches, Jean-Claude Van Damme. L'importation belge, surnommée The Muscles from Brussels, devint une sensation du jour au lendemain avec des films comme Bloodsport et Kickboxer. Il pouvait bondir dans les airs avec une grâce de ballet, tordre son corps en grands écarts improbables et délivrer des coups de pied tournoyants au ralenti qui enflammaient les spectateurs du monde entier. Mais pour Chuck Norris, qui avait gagné ses galons à force de tournois éreintants et portait chaque ceinture avec sueur et bleu, Van Damme incarnait autre chose, la commercialisation d'un art sacré.
Oui, Van Damme s'était entraîné. Il commença le karaté à 10 ans et ajouta plus tard le kickboxing à son arsenal. Son physique et sa souplesse étaient le fruit d'années de discipline. Pourtant, dans la communauté martiale, les doutes persistaient. Son palmarès, souvent présenté comme 18-1 en kickboxing et 41-4 en karaté semi-contact, restait vivement contesté. Chuck Norris voyait les arts martiaux comme une discipline de vie, un moyen de forger le caractère autant que le muscle. L'humilité en était le cœur, l'honneur non négociable, le respect envers les maîtres, les élèves, les adversaires faisait partie du code. Van Damme, en revanche, devint le visage des arts martiaux comme spectacle. Il était le héros d'action capable de faire le grand écart entre deux chaises, de poser torse nu en couverture de magazine, de vendre les arts martiaux comme style avant la substance. Pour le public, c'était captivant. Pour Norris, c'était un sacrilège. Lorsqu'on lui demanda un jour de définir la différence, Chuck lança une pique cinglante qui résumait tout. Certains sont des acteurs qui donnent des coups de pied, d'autres sont des combattants qui jouent la comédie. Nul besoin de plan pour comprendre qui se trouvait dans chaque catégorie. Hollywood, flairant leur marketing qu'aurait représenté l'affrontement de deux stars des arts martiaux, tenta à plusieurs reprises d'organiser une rencontre Norris-Van Damme à l'écran. Cela n'arriva jamais. Chuck refusa, discrètement mais fermement. Pour lui, leurs approches étaient comme l'huile et l'eau, irréconciliables en ton, en technique, en philosophie. Partager l'affiche aurait légitimé ce qu'il considérait comme le spectacle creux incarné par Van Damme. Van Damme, de son côté, ne sembla jamais s'en soucier. Il poursuivit sa légende avec des succès comme Universal Soldier et Time Cop, accentuant encore son image d'arts martiaux comme divertissement. Les fans adoraient, les critiques débattaient, mais Norris resta inflexible. Son silence en disait plus long que n'importe quelle insulte. Alec Baldwin, le billet de blog de 2017 qui fit couler le sang. Toutes les rancunes de la longue carrière de Chuck Norris ne sont pas nées de coups de poing et de coups de pied. Certaines venaient de la politique, des principes et des mondes très différents que Hollywood pouvait incarner. Norris a toujours affiché ses valeurs sans détour. Conservateur, profondément patriote, enraciné dans la foi et la discipline. Alec Baldwin, lui, a bâti une grande partie de sa carrière tardive exactement là-dessus. Déjà respecté pour ses rôles dans Glengarry Glen Ross et à la poursuite d'Octobre Rouge, Baldwin est devenu une figure récurrente du Saturday Night Live avec sa parodie mordante de Donald Trump. Semaine après semaine, il tournait le président en ridicule avec des mimiques exagérées et des répliques acérées, ravissant une moitié du pays et exaspérant l'autre. Pour Norris, ce n'était pas de l'humour, c'était du mépris. En 2017, sur son blog World Net Daily, il dénonça ce qu'il appelait « l'élite hollywoodienne qui pense que se moquer de nos dirigeants les rend courageux ». Il n'écrivit jamais le nom de Baldwin, mais personne n'eut de doute sur la cible. La phrase circula rapidement dans les médias de divertissement, présentée comme une attaque rare de l'icône des arts martiaux contre l'un des libéraux les plus virulents d'Hollywood. Les deux hommes n'ont jamais travaillé ensemble, et probablement jamais ne le feront. Norris évite les circuits de commérage, tandis que Baldwin prospère sous leurs projecteurs. Pourtant, leur fossé est révélateur. Baldwin incarne un Hollywood où satire et politique s'entrelacent, où les acteurs deviennent des activistes et inversement. Norris incarne l'ancienne garde, discipline, loyauté et respect, même envers des dirigeants avec lesquels on peut être en désaccord. Steven Seagal, l'arrogance qui alla trop loin. Si Jean-Claude Van Damme symbolisait l'obsession hollywoodienne pour le spectacle, Steven Seagal incarnait l'arrogance. Apparu à la fin des années 1980 avec Above the Law et Hard to Kill, Seagal se présenta comme une nouveauté, froid, implacable, intouchable. Ses personnages ne luttaient pas, ne saignaient pas, et surtout ne perdaient jamais.
Mais ce que le public voyait à l'écran n'était que la moitié de l'histoire. En coulisses, Seagal portait la même attitude, méprisant, distant et, selon beaucoup, irrespectueux envers les légendes mêmes qui avaient ouvert la voie aux arts martiaux à Hollywood. On rapporte qu'il se moquait des méthodes de Bruce Lee, les qualifiant de « tape à l'œil ». Pire encore, il aurait rejeté Chuck Norris en disant qu'il n'était pas un vrai combattant. Pour Norris, qui avait gravi chaque échelon depuis son enfance de garçon intimidé en Oklahoma jusqu'à devenir 6 fois champion du monde de karaté, c'était une gifle. Il avait gagné chaque ceinture dans les conditions les plus dures, s'était mesuré au meilleur du monde et avait bâti sa réputation autant sur l'humilité que sur la force. L'arrogance de Seagal ne se limitait pas aux paroles. Des histoires circulaient dans tout Hollywood sur son comportement sur les plateaux. Les coordinateurs de cascade se plaignaient qu'il refusait les répétitions. Des figurants murmuraient à propos de clés articulaires, surprises, qui les laissèrent blessés. Jean Lebel, légendaire maître de judo, affirma même l'avoir étranglé jusqu'à l'inconscience après que Seagal eut prétendu qu'il était impossible à soumettre. Au début des années 1990, alors que le cinéma d'action atteignait son apogée, les studios rêvaient d'opposer Norris et Seagal dans un crossover. Cela aurait été une mine d'or au box-office, le vétéran du karaté contre le nouvel assassin de l'aïkido. Mais selon des initiés, Chuck mit son veto chaque fois. Il ne s'emporta pas. Il ne fit pas la une des journaux. Il se contenta de refuser. Dans le monde de Norris, le silence était la réponse la plus tranchante. En déclinant de partager l'écran, il rendit sa position limpide. Il ne légitimerait pas quelqu'un qui, à ses yeux, manquait de respect envers l'art, la communauté et le code d'honneur. David Carradine, kung-fu sans le kung-fu. Peu de rivalité dans la carrière de Chuck Norris portait un poids aussi étrange que celle avec David Carradine. Pour Chuck, Carradine n'était pas seulement un autre acteur, il incarnait le visage d'une époque d'hypocrisie hollywoodienne. Au début des années 1970, Bruce Lee proposa l'idée d'une série télévisée sur un moine Shaolin, errant dans l'Ouest américain. Le concept était révolutionnaire, une chance d'apporter les arts martiaux authentiques et la philosophie asiatique au cœur du prime time. Mais les dirigeants de studios reculèrent. L'Amérique, disait-il, n'était pas prête pour un acteur principal asiatique. Alors, au lieu de Lee, ils engagèrent David Carradine, un acteur blanc sans expérience en arts martiaux, pour incarner Kwai Chang-caine dans Kung Fu. La série devint un succès, et Carradine accéda à la célébrité en s'appuyant sur une culture qu'Hollywood refusait pourtant de laisser se représenter elle-même. 10 ans plus tard, le destin, ou peut-être l'ironie, plaça Norris et Carradine face à face. Dans Lone Wolf McQuade, Norris incarnait le robuste Texas Ranger J.J. McQuade, tandis que Carradine campait son ennemi juré, le baron de la drogue impitoyable Rowley Wilkes. À l'écran, c'était exactement cela. Un ballet en sueur et en fractures simulées, fait de poings et de bottes, sous le soleil du Texas. Hors caméra, cependant, les choses dégénérèrent. Des membres de l'équipe racontèrent plus tard que Carradine brouillait la frontière entre chorégraphie et combat réel. Il portait ses coups avec trop de force, ignorant les limites qui rendent les cascades sûres. Chuck, réputé pour sa patience, finit par poser une limite. Selon la légende, il le prévint d'une voix basse. « Refais ça, et tu le regretteras. » Quand Carradine poussa sa chance un peu trop loin, Chuck riposta. Les versions diffèrent. Certains disent que Norris décocha un coup de pied qui lui brisa une côte, d'autres assurent que ce fut un contre parfaitement placé qui lui fit voir des étoiles. Quoi qu'il en soit, le plateau serait devenu silencieux lorsque Carradine toucha le sol. Le tournage aurait même été suspendu jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits. Pour un homme qui avait bâti sa réputation sur l'authenticité, Chuck venait de prouver que sa puissance à l'écran n'était pas qu'une illusion de cinéma. Puis vint la phrase devenue légende. « David Carradine est aussi bon artiste martial que je suis bon acteur. » Ce fut l'insulte la plus dévastatrice que Norris ait jamais lancée.
balayant d'un sourire glacial les compétences de Carradine. Avant sa mort en 2009, Carradine nia tout. Dans ses mémoires, il insista sur le fait que la bagarre n'était qu'un artifice cinématographique, affirmant que lui et Norris ne s'étaient jamais réellement touchés. Pour lui, les ecchymoses n'étaient qu'illusions cinématographiques, une performance pour la caméra. Il décrivit la rixe désertique comme une collaboration professionnelle, pas une guerre personnelle. Shia LaBeouf, la célébrité sans discipline est le chaos. Le dernier nom sur la liste de Chuck Norris est le plus improbable. Non pas un rival du dojo ni un père de l'âge d'or du cinéma d'action, mais une star de 2 générations plus jeunes, Shia LaBeouf. Sur le papier, les 2 hommes ne pouvaient pas être plus différents. Norris a bâti sa légende grâce à la discipline, la constance et un refus de se laisser dévorer par l'ego. LaBeouf, lui, a gagné sa réputation en tant qu'enfant terrible d'Hollywood, un prodige dont le don pour le jeu n'avait d'égal que son goût pour le chaos. Le parcours de LaBeouf impressionne. De ses débuts sur Disney Channel dans Even Stevens à ses rôles principaux dans Holes et la franchise Transformers, il avait tout pour devenir un acteur de blockbuster. Plus tard, il prouva qu'il pouvait aussi briller dans des rôles dramatiques, livrant des performances brutes dans Fury, Honey Boy et Pieces of a Woman. Les critiques reconnaissaient son talent indéniable. Mais à chaque éclat de génie correspondait un scandale. Arrestation pour trouble à l'ordre public, passage devant les tribunaux, ivresse en public, accusation de plagiat, bagarres explosives avec des réalisateurs. Pour Hollywood, c'était désordonné mais fascinant. Pour Chuck Norris, c'était l'antithèse de tout ce qu'il avait passé sa vie à enseigner. Humilité, discipline, responsabilité. Leurs chemins se seraient croisés, selon des rumeurs, lors d'un tournage publicitaire à la fin des années 2010. LaBeouf aurait été erratique, arrivant en retard, contestant les instructions et improvisant au point de faire dérailler le scénario. Norris, déjà septuagénaire, garda son calme, mais fit connaître son avis en coulisses. Pour lui, il ne s'agissait pas de célébrité. Il s'agissait de respect. Pour l'équipe, pour le travail, pour la discipline qui exige de se présenter prêt. Peu de temps après, Chuck publia un court message énigmatique sur Facebook. La célébrité sans discipline est le chaos. Il disparut rapidement, supprimé en quelques heures, mais les fans l'avaient déjà relayé. La phrase se répandit sur les forums et pages de fans, beaucoup convaincus qu'elle visait directement LaBeouf. Norris ne confirma jamais. Il n'avait pas besoin de le faire. Pour un homme de peu de mots, cette seule phrase pesait plus qu'une interview entière. Chuck Norris a vécu assez longtemps pour voir ses rivaux devenir poussière et les rumeurs se transformer en légendes. Ce qui reste, ce ne sont pas seulement des rancunes, mais des rappels de l'importance qu'il accordait à la discipline, au respect et à la loyauté. À 85 ans, sa liste noire ressemble moins à de la colère qu'à une carte des lignes qu'il a toujours refusé de franchir. Le voyez-vous comme trop intransigeant, ou comme un homme qui a simplement défendu ses principes là où d'autres ne l'auraient pas fait? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. D'autres histoires comme celle-ci vous attendent.